Le jour de mon 30e anniversaire, mes parents ont pris 1 500 000 $ que j'avais économisé pendant 10 ans. Papa Harry, merci, ton argent a assuré l'avenir de ta sœur. Maman a dit, tu l'aurais gaspillé de toute façon. J'ai ri aussi parce que ceux qui l'ont pris étaient en fait un piège que j'avais tendu. Je m'appelle Tammy, je suis une analyste financière de 30 ans originaire de Boston. Si vous êtes prêt à entendre comment j'ai déjoué ma propre famille, laissez un j'aime, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Croyez-moi, cette histoire de trahison et de douce justice vaut votre temps. Ayant grandi dans un quartier de classe moyenne de la banlieue de Boston, j'ai rapidement appris ma place dans notre hiérarchie familiale. D'aussi loin que je me souvienne, il y avait deux rôles distincts. J'étais la fille aînée responsable et travailleuse, et ma sœur Anna était l'enfant en or qui ne pouvait rien faire de mal. Cette dynamique n'était ni subtile ni cachée. C'était le fondement de notre structure familiale. Notre modeste maison coloniale de 2 étages semblait toujours avoir une ligne invisible tracée à travers elle. Les réalisations d'Anna, aussi petites soient-elles, étaient célébrées en grande pompe, tandis que les miennes étaient reconnues d'un signe de tête passager. Quand Anna gagnait des trophées de participation au football, nos parents les encadraient. Quand j'ai gagné le concours de mathématiques de l'État en 4e, ils ont manqué la cérémonie parce qu'Anna avait un léger rhume. Mon père travaillait comme banquier dans une institution régionale, ramenant un salaire confortable, mais important également ses tendances financières contrôlantes dans notre foyer. Chaque centime était suivi, chaque dépense justifiée, sauf quand il s'agissait d'Anna. Ma mère est restée à la maison jusqu'à ce que nous soyons au lycée, puis a pris un poste à temps partiel dans une boutique locale, principalement pour socialiser. Son vrai travail semblait être de permettre les caprices de plus en plus coûteux d'Anna et de trouver des excuses pour son comportement. À 12 ans, j'avais développé une compréhension intuitive de l'argent qui a surpris même mon père. Pendant que les autres enfants dépensaient leur argent de poche en bonbons et en jouets, j'ai ouvert un compte d'épargne. J'ai commencé à faire du babysitting pour les voisins, en facturant des tarifs équitables et en constituant un petit pécule en croissance. Je documentais chaque centime gagné dans un grand livre bleu que je gardais caché entre mon matelas et mon sommier. L'argent te donne des choix, me rappelais-je chaque fois qu'Anna se moquait de moi en me traitant d'ennuyeuse ou d'obsédée par l'épargne. L'ironie ne m'a pas échappé lorsqu'elle a abandonné l'université pour la première fois, affirmant que le programme de commerce était trop restrictif pour son esprit créatif. Nos parents ont financé un voyage de 6 mois en Europe pour qu'elle se trouve en guise de consolation. Quand elle a abandonné une deuxième fois un programme d'art qui avait coûté 30 000 $ de frais de scolarité à nos parents, ils lui ont acheté une voiture pour lui remonter le moral. Pendant ce temps, j'ai financé mes études à l'université de Boston grâce à une combinaison de bourses d'études et en travaillant 20 heures par semaine à la librairie du campus et comme assistante de recherche. Le schéma s'est poursuivi dans la vingtaine. Anna commençait des projets coûteux, les abandonnait à mi-chemin et recevait du réconfort et plus d'argent. Je travaillais plus dur, j'économisais plus et je recevais des leçons sur l'importance de profiter de la vie pendant qu'on est jeune. La dissonance cognitive était stupéfiante. Tammy, tout le monde n'est pas aussi naturellement discipliné que toi, disait ma mère quand je demandais pourquoi je devais payer ma propre assurance auto alors qu'il couvrait celle d'Anna. Ta sœur a besoin de plus de soutien pour trouver sa voie. Ce n'était pas seulement une rivalité fraternelle ou une dynamique familiale typique. C'était une dévalorisation systématique de mes efforts parallèlement à une inflation insoutenable de la valeur d'Anna. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention summa cum laude et décroché un poste dans un cabinet financier respecté, mes parents ont organisé un petit dîner. Quand Anna a terminé un atelier de photographie de 3 semaines, ils ont organisé une soirée galerie chez nous, invitant la famille élargie et les amis à acheter ces paysages flous et hors de prix. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée pendant ma dernière année d'université, lorsque j'ai découvert que mes parents avaient utilisé le petit fonds universitaire que mes grands-parents m'avaient laissé pour rembourser les dettes de carte de crédit d'Anna. Lorsqu'on les a confrontés, mon père est devenu sur la défensive. Nous te rembourserons, bien sûr, a-t-il dit d'un air dédaigneux. Mais Anna avait de vrais problèmes. Ses agences de recouvrement appelaient jour et nuit. Tu as toujours été capable de prendre soin de toi. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait façonner la prochaine décennie de ma vie. Je deviendrai si financièrement indépendante et prospère que je n'aurai jamais besoin de compter sur ma famille pour quoi que ce soit. Je construirai de la richesse non seulement comme une sécurité, mais comme une armure contre leur manipulation et leur favoritisme. Je ne savais pas encore que cette décision mènerait finalement à la fois à la plus grande trahison et à la plus satisfaisante victoire de ma vie.
Après avoir obtenu mon diplôme de l'université de Boston, je me suis lancé à corps perdu. Contrairement à beaucoup de mes camarades qui ont pris du temps pour voyager ou explorer leurs options, j'avais une vision très claire de mon avenir. L'indépendance financière n'était pas seulement un objectif, c'était ma mission. J'ai obtenu un poste chez Wentworth Financial, un cabinet prestigieux du centre-ville de Boston, connu pour ses stratégies d'investissement agressives et son impressionnante liste de clients. Le salaire de départ était bon, mais ce qui m'a le plus attiré, c'était leur structure de bonus basée sur la performance. Je savais que mes capacités pourraient briller dans cet environnement. Nous n'embauchons généralement pas directement après les programmes de premier cycle, m'a dit le responsable du recrutement lors de mon dernier entretien. Mais vos modèles et analyses financières étaient supérieurs à ceux de candidats titulaires d'un MBA. Dès le premier jour, j'ai abordé ma carrière avec une précision stratégique. J'arrivais au bureau à 6h30 tous les matins pour analyser les clôtures des marchés asiatiques avant l'arrivée de quiconque. Je me suis porté volontaire pour les comptes dont personne ne voulait parce qu'ils étaient trop complexes ou trop petits. Je construisais des modèles financiers pendant mon temps libre, testant des théories d'investissement par rapport à des données historiques. À 24 ans, je gérais de petits portefeuilles clients. À 26 ans, j'avais été promu analyste senior, la plus jeune de l'histoire de l'entreprise. Mon revenu annuel avait triplé, mais mon style de vie était resté pratiquement inchangé. Alors que mes collègues achetaient des voitures de luxe et des condos en centre-ville, je continuais à vivre dans mon modeste appartement d'une chambre à Somerville et à conduire la Toyota d'occasion que j'avais achetée à l'université. J'apportais mon déjeuner de la maison, je limitais les sorties au restaurant à une fois par semaine et je suivais chaque dépense avec une précision méticuleuse. Ma stratégie d'investissement était tout aussi disciplinée. J'ai diversifié mes placements sur les marchés, équilibrant les investissements à haut risque avec des placements stables. J'ai mis 40% de mes revenus dans des comptes de retraite traditionnels, 30% dans un portefeuille d'actions soigneusement sélectionné, 20% dans des fiducies de placement immobilier et 10% dans des investissements providentiels pour des startups prometteuses. Pendant que je travaillais 70 heures par semaine et que je construisais mon avenir financier, Anna enchaînait les emplois comme les tendances de la mode saisonnière. Elle a brièvement travaillé comme réceptionniste, mais a démissionné parce que l'éclairage fluorescent était déprimant. Elle a essayé de vendre des bijoux faits main en ligne, mais a abandonné la boutique après 2 mois. Chaque échec était accueilli par un soutien parental, à la fois émotionnel et financier. Ta sœur est un esprit libre, expliquait ma mère lors de nos appels téléphoniques mensuels. Tout le monde n'est pas fait pour le train-train de l'entreprise comme toi, ma chérie. L'inégalité était flagrante. Anna vivait dans un appartement en centre-ville que nos parents subventionnaient, conduisait une voiture qu'ils avaient financée et recevait des cadeaux réguliers pour couvrir ses dépenses. Pendant ce temps, j'étais financièrement indépendante depuis l'obtention de mon diplôme, mais on s'attendait toujours à ce que je contribue aux cadeaux d'anniversaire de la famille et aux célébrations des fêtes. Quand j'ai eu 20 ans, mon père avait insisté pour que j'ouvre un compte joint avec mes parents à des fins de sécurité familiale. Son expérience bancaire a rendu la demande raisonnable à l'époque. C'est juste une bonne planification financière, a-t-il expliqué. Si quelque chose t'arrive, nous devons pouvoir gérer tes affaires sans complications juridiques. Étant jeune et encore un peu confiante, j'ai accepté, mais j'ai maintenu des comptes séparés pour la plupart de mes finances. Au fil des ans, de petites sommes affluaient sur ce compte joint, principalement pour des dépenses liées à la famille. Ce que mon père ne savait pas, c'est que je suivais chaque centime avec précision, en tenant des feuilles de calcul qui documentaient toutes les activités sur ce compte. À mesure que ma richesse augmentait, l'intérêt de mon père pour mes affaires financières grandissait également. Les conversations informelles se transformaient de plus en plus en questions sur mes investissements, mes économies et ma trajectoire de carrière. Au début, j'ai attribué cela à une curiosité professionnelle d'un financier à un autre. Plus tard, je le reconnaîtrai comme de la reconnaissance. Le premier signal d'alarme est apparu lorsque j'ai entendu mes parents discuter de mes finances lors d'une réunion de famille. J'étais sorti sur la terrasse pour prendre l'air, mais je pouvais les entendre par la fenêtre de la cuisine. Elle doit avoir près d'1 million maintenant, disait mon père à voix basse. Peut-être plus avec ses investissements technologiques dont elle a parlé. Penses-tu qu'elle aiderait avec la situation d'Anna, a répondu ma mère. Après tout, la famille devrait se soutenir mutuellement. On trouvera quelque chose, a-t-il répondu d'un ton qui m'a glacé le sang. Elle a toujours été pragmatique avec l'argent. Je suis resté figé. L'air frais de la nuit était soudainement insuffisant. Il ne discutait pas de me demander de l'aide.
La conversation avait des sous-entendus de droit, comme si mon argent était une ressource familiale plutôt que le résultat de ma décennie de sacrifices et de travail acharné. Cette nuit-là a marqué le début de mes soupçons, mais je n'avais aucune idée à quel point ils allaient se justifier. Les signes avant-coureurs se sont accumulés progressivement, comme des nuages d'orage se formant à l'horizon avant un ouragan dévastateur. Chaque incident, pris isolément, aurait pu être considéré comme une coïncidence ou une dynamique familiale ordinaire, mais ensemble, ils formaient un schéma qu'il devenait impossible d'ignorer. Le premier incident significatif s'est produit lorsqu'Anna a annoncé sa 3e entreprise en 2 ans, une boutique de luxe pour animaux de compagnie vendant des accessoires artisanaux pour chiens et chats. Bien qu'elle n'ait aucune expérience dans le commerce de détail, les soins aux animaux ou l'artisanat, mes parents ont financé l'intégralité de la start-up à hauteur de 70 000 $. Ton père et moi sommes un peu à court en ce moment, a mentionné ma mère lors d'un brunch dominical, 3 semaines après la grande ouverture d'Anna. Nous pourrions avoir besoin d'emprunter une petite somme jusqu'à ce que certains investissements arrivent à maturité. Juste temporairement, bien sûr. À combien penses-tu, ai-je demandé, soupçonnant déjà que la réponse ne serait pas petite. Peut-être 15 000 $. Juste pour 1 mois ou 2. J'ai accepté, documentant le prêt avec un simple contrat que mon père a signé, marmonnant à contre-cœur sur les formalités inutiles entre familles. 6 mois plus tard, après plusieurs rappels en douceur, j'ai mentalement considéré cela comme une cause perdue. Ils n'ont plus jamais mentionné le remboursement. À cette époque, l'intérêt de mon père pour mes relevés financiers s'est intensifié. Il a commencé à poser des questions spécifiques sur la performance de mon portefeuille, mes stratégies fiscales et mes arrangements bancaires. Juste une curiosité professionnelle, disait-il avec un geste désinvolte. J'aime me tenir au courant des approches d'investissement modernes. Mais ces questions devenaient de plus en plus spécifiques, se concentrant sur les structures de compte, les limites de retrait et les protocoles d'accès. En tant que personne ayant passé des années dans le secteur bancaire, il savait exactement quelles informations seraient utiles pour accéder au compte. Le comportement de ma mère a également changé. Son attitude habituellement dédaigneuse envers ma carrière s'est transformée en compliments ambigus qui cherchaient des informations. « Tu dois bien gagner ta vie pour te permettre cette montre », a-t-elle remarqué lors d'un dîner de famille, bien que la montre soit d'une marque modeste. Je parie que tes comptes ne cessent de grossir avec tous tes investissements intelligents. La situation s'est aggravée lorsqu'Anna a annoncé ses fiançailles avec un musicien en difficulté qu'elle fréquentait depuis seulement 3 mois. Les plans de mariage qu'il décrivait étaient extravagants, une cérémonie à Santorin, une robe de créateur sur mesure et une réception pour 200 invités dans l'un des lieux les plus exclusifs de Boston. Ça va coûter environ 150 000 $, a mentionné Anna nonchalamment au dîner, comme si elle parlait du coût d'un week-end, mais ça vaudra chaque centime pour le jour parfait. Quand j'ai demandé comment il prévoyait de payer un mariage aussi extravagant, mon père s'est raclé la gorge et a mentionné les ressources familiales en jetant un regard significatif dans ma direction. L'incident suivant a fait passer mes soupçons à la vitesse supérieure. En rentrant d'un voyage d'affaires, j'ai remarqué de subtiles différences dans mon appartement. Rien n'avait manifestement disparu, mais des objets avaient été légèrement déplacés, en particulier autour de mon bureau. Le tiroir verrouillé où je gardais les documents financiers semblait intact, mais la pile de papier à l'intérieur avait été réarrangée. 2 semaines plus tard, mon père a accidentellement pris mon ordinateur portable en partant après un dîner de famille que j'avais organisé. J'ai cru que c'était mon ordinateur de travail, a-t-il expliqué en le retournant le lendemain. Je ne m'en suis même pas rendu compte avant d'arriver à la maison. L'excuse aurait pu sembler plausible si mon élégant Ultrabook ne ressemblait en rien à son encombrant ordinateur portable de travail. En vérifiant mon historique de navigation, j'ai découvert des recherches sur les procédures d'accès à mes plateformes d'investissement pendant les heures exactes où l'ordinateur portable avait été en sa possession. La confirmation finale est venue lorsque j'ai installé un petit système de sécurité dans mon appartement après les incidents précédents. La caméra à détection de mouvement de mon bureau a capturé ma mère et mon père entrant dans mon appartement, utilisant la clé d'urgence que j'avais fournie des années auparavant. Les images les montraient fouillant méthodiquement dans mes dossiers, photographiant des documents et tentant d'accéder à mon ordinateur. La même semaine, j'ai déjeuné avec mon conseiller financier, Martin, qui était devenu un mentor de confiance au fil des ans. Les comptes joints sont toujours risqués, même en famille, m'a-t-il prévenu lorsque j'ai mentionné certaines de mes préoccupations. En fait, avec la famille, les complications émotionnelles rendent les enchevêtrements financiers plus dangereux. Quelles sont exactement les vulnérabilités, ai-je demandé, bien que je commençais à ne que trop bien comprendre.
Tout titulaire de compte joint a un accès légal complet au fonds, quel que soit celui qui les a déposés, a expliqué Martin. Ils peuvent tout retirer sans votre permission ni même notification dans certains cas. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'une collègue de la banque où se trouvait mon compte familial joint. Elle a mentionné que mon père s'était renseigné sur les limites de retrait et les procédures pour les virements importants. J'ai pensé que tu devrais le savoir, a-t-elle dit doucement. Cela semblait inhabituel, et compte tenu des montants discutés, je voulais m'assurer que vous étiez au courant. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsque j'ai entendu mes parents lors d'une visite familiale. J'étais arrivé en avance et je m'étais laissé entrer, comme c'était notre coutume. Leur voix provenait de la cuisine, ne réalisant pas que j'étais dans la maison. Son 30e anniversaire serait le moment idéal, disait mon père. Le solde du compte devrait être à son plus haut niveau avec sa prime annuelle déposée. Mais soupçonnera-t-elle quelque chose, a demandé ma mère. Elle a toujours été si prudente avec son argent. Elle nous fait confiance, a répondu mon père avec une confiance qui m'a glacé le sang. De plus, une fois que ce sera fait, que pourra-t-elle vraiment faire? Les comptes familiaux sont légalement accessibles par toutes les parties. Debout dans le couloir, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme descendre. La trahison faisait profondément mal, mais la confirmation de mes soupçons apportait de la clarté. Il prévoyait de prendre mon argent, de l'argent que j'avais gagné grâce à des années de sacrifice et de travail acharné, pour financer le style de vie irresponsable d'Anna. J'avais 3 mois jusqu'à mon 30e anniversaire. Il était temps de tendre un piège qui exposerait leurs véritables intentions tout en protégeant la fortune que j'avais bâtie. Avec une vision claire des intentions de ma famille, j'ai commencé à planifier méthodiquement ma contre-attaque. Ce ne serait pas une réaction émotionnelle, mais une opération stratégique exécutée avec la même précision que j'appliquais à mes portefeuilles d'investissement. J'avais 6 mois jusqu'à mon 30e anniversaire, et j'avais l'intention d'utiliser chaque jour. D'abord, j'avais besoin d'une aide experte. J'ai programmé des réunions avec 3 professionnels, Diana Chen, une comptable judiciaire spécialisée dans la fraude financière, Robert Kessler, un avocat spécialisé dans les litiges financiers familiaux, et Marcus Jones, un expert en cybersécurité. J'ai partagé mes soupçons et mes preuves avec chacun, constituant soigneusement mon équipe. Ce que vous décrivez est malheureusement courant, m'a dit Diana lors de notre première consultation. L'exploitation financière familiale suit des schémas, et le comportement de vos parents coche plusieurs cases. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une connaissance anticipée, nous pouvons créer des contre-mesures de protection. Le plan que nous avons développé était à plusieurs niveaux. La première étape la plus critique était de sécuriser ma richesse réelle. Sur 2 mois, j'ai méthodiquement transféré mes actifs réels, totalisant environ 5,8 millions de dollars, sur de nouveaux comptes sécurisés sous des structures juridiques complexes. J'ai créé une fiducie irrévocable dont j'étais l'unique bénéficiaire, créé 3 sociétés à responsabilité limitée dans différents États et ouvert des comptes auprès d'institutions financières n'ayant aucun lien avec mes parents ou leurs associés. La clé est la compartimentation et les barrières juridiques, a expliqué Robert alors que nous examinions les structures. Nous créons suffisamment de couches pour que même s'ils en découvraient une, ils ne pourraient pas pénétrer tout le système. Ma richesse réelle étant sécurisée, je me suis tourné vers la création du leur. J'ai maintenu le compte familial joint, mais je l'ai transformé en un piège à miel élaboré. J'y ai transféré 1,5 million de dollars, un montant suffisamment important pour être tentant, mais ne représentant qu'environ 25% de ma richesse totale. La source de ces fonds était cruciale pour la crédibilité. J'ai liquidé certains investissements visibles que mon père connaissait, j'ai déposé publiquement ma prime de fin d'année et j'ai effectué plusieurs virements importants qui apparaîtraient sur les relevés auxquels mes parents pourraient avoir accès. Marcus a aidé à créer une piste numérique menant directement à ce compte. Nous devons rendre la cible évidente sans que cela ne ressemble à un piège, a-t-il expliqué en mettant en place de subtiles miettes de pain numériques. Nous avons créé de faux documents de planification financière sur mon ordinateur portable suggérant que le compte joint contenait la majeure partie de mes économies. Nous avons mis en place des notifications par email qui m'alerteraient de toute tentative d'accès ou d'activité de retrait. Les meilleurs pièges ne ressemblent pas à des pièges, m'a rappelé Marcus alors que nous finalisions les aspects numériques. Ils ressemblent à des opportunités. Pendant ce temps, j'ai installé des caméras cachées supplémentaires dans mon appartement, en me concentrant sur les zones où les documents financiers étaient stockés. J'ai enregistré toutes les conversations téléphoniques avec mes parents, créant soigneusement des situations où ils pourraient révéler leurs intentions. J'ai documenté chaque fois qu'ils me posaient des questions sur mes finances,
qu'ils photographiaient mes documents ou qu'ils accédaient à ma propriété sans permission appropriée. Pour rendre l'appât plus attrayant, j'ai commencé à mentionner nonchalamment un plan d'investissement majeur que j'envisageais après mon 30e anniversaire. J'ai pensé à apporter un changement important à la structure de mon portefeuille après mon anniversaire, ai-je mentionné lors d'un dîner de famille 3 mois avant la date, une sorte de jalon financier pour marquer les 3 décennies. Les yeux de mon père se sont immédiatement illuminés. Quel genre de changements envisages-tu? Peut-être pourrais-je te donner quelques conseils. Rien de concret pour l'instant, ai-je répondu nonchalamment. Mais cela impliquerait de consolider les comptes pour une gestion plus efficace, probablement en déplaçant tout temporairement dans un ou deux avoirs principaux. Cette conversation a atteint exactement l'objectif que je m'étais fixé. Mon père a commencé à appeler plus fréquemment, trouvant toujours des moyens d'orienter les conversations vers mes projets d'anniversaire et mes arrangements financiers. Ma mère a soudainement voulu des déjeuners hebdomadaires au cours desquels elle me sondait pour obtenir des détails sur mes comptes et mes investissements. J'ai créé de faux relevés financiers montrant des dépôts croissants sur le compte joint, les laissant accidentellement visibles lors des visites familiales. J'ai passé des appels téléphoniques à portée de voix, discutant de la consolidation de mes actifs pour une opportunité d'investissement majeur post-anniversaire. 2 mois avant mon anniversaire, j'ai testé le piège en laissant mon ordinateur portable ouvert avec le relevé du compte joint visible pendant que je m'absentais lors d'un dîner de famille dans mon appartement. La caméra de sécurité a capturé mon père s'approchant de l'ordinateur, prenant des photos de l'écran avec son téléphone et retournant à sa place avant que je ne revienne de la cuisine. 1 mois avant mon anniversaire, j'ai engagé un détective privé pour documenter les activités de mes parents. Il a rapporté qu'ils avaient visité 3 banques différentes pour se renseigner sur les virements importants et les procédures de retrait. Ils avaient également consulté un conseiller financier spécialisé dans la gestion de patrimoine soudaine. À 2 semaines de l'échéance, j'ai vérifié que toutes les protections juridiques étaient en place. Robert a confirmé que nous avions documenté suffisamment de preuves pour engager des poursuites pénales pour exploitation financière si nécessaire. Diana avait créé une documentation médico-légale de tous mes actifs réels, établissant une propriété claire et distincte du compte leur. Êtes-vous préparé aux retombées personnelles, a demandé Robert lors de notre dernière réunion de préparation. La protection juridique est une chose, mais cela modifiera de façon permanente vos relations familiales. J'ai réfléchi attentivement à sa question. Mes relations familiales sont basées sur l'exploitation depuis des années, ai-je répondu après un moment. Je ne détruis pas quelque chose de sain. J'expose quelque chose de toxique. Je suis prête. La dernière étape était la préparation psychologique. J'ai travaillé avec un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux pour traiter les émotions entourant la trahison planifiée et ses conséquences. Je devais avoir l'esprit clair lorsque le moment arriverait. La veille de mon 30e anniversaire, j'ai passé en revue chaque élément du piège. Le compte leur était approvisionné et visible. Ma richesse réelle était sécurisée derrière de multiples barrières juridiques et techniques. Des dispositifs d'enregistrement étaient en place pour documenter tout ce qui se produirait. Mon équipe était en attente pour une réponse immédiate. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à regarder ma propre fête d'anniversaire devenir la scène de la plus grande trahison et contre-attaque de ma vie. Mon 30e anniversaire tombait un samedi au début de l'automne. La journée s'est levée, nette et lumineuse, avec juste assez de fraîcheur dans l'air pour justifier le pull en cachemire que j'avais choisi pour l'occasion. Je me suis habillé avec soin, appliquant un maquillage qui me donnait l'air légèrement plus vulnérable que d'habitude. La performance d'aujourd'hui exigeait que je paraisse sans méfiance et émotionnellement ouverte. Mes parents avaient insisté pour organiser la célébration chez eux, une offre inhabituelle compte tenu de leur indifférence habituelle à mes jalons. Maintenant, je comprenais le motif ultérieur derrière leur enthousiasme soudain. Nous voulons rendre cet anniversaire spécial, avait dit ma mère en suggérant l'arrangement. 30 ans, c'est une grande étape, après tout. Je suis arrivé à 13h pour trouver la maison décorée de ballons et d'une bannière, joyeux 30e anniversaire, accrochée dans le salon. L'effort semblait creux sachant ce que je savais, mais j'ai joué la surprise et la gratitude de manière convaincante. C'est magnifique, m'exclamai-je en embrassant ma mère. Vous n'auriez pas dû vous donner tant de mal. Rien n'est trop beau pour notre fille qui a réussi, a répondu mon père, son bras autour de mes épaules me semblant lourd et étranger. C'est un jour pour célébrer tout ce que tu as accompli. Anna est arrivée en retard, avec son fiancé Todd, faisant une grande entrée dans une tenue de créateur qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Elle m'a fait la bise et m'a tendu un petit paquet cadeau.
Joyeux anniversaire, sœurette, a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. 30 ans te vont bien. Tout au long de l'après-midi, j'ai maintenu un équilibre prudent entre un plaisir apparent et une conscience stratégique. Quand on m'a offert du vin, j'ai fait semblant de boire tout en ne prenant que de petites gorgées. J'avais besoin d'une clarté totale pour surveiller la situation. Plusieurs amis de la famille et quelques parents éloignés étaient présents, offrant une couverture utile au plan de mes parents. Ces invités innocents créaient une apparence de normalité qui rendait la tromperie sous-jacente encore plus dérangeante. Vers 16 heures, après que le gâteau eût été servi, j'ai mis en œuvre la phase suivante de mon plan. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai feint l'excitation à une notification. Oh, mon alerte d'investissement vient de sonner, ai-je annoncé assez fort pour que mon père l'entende. Ce fonds dont je vous parlais a finalement atteint le prix cible. L'attention de mon père s'est visiblement aiguisée. On dirait une bonne nouvelle. Quelque chose d'important? Potentiellement un changement de vie, ai-je répondu avec un enthousiasme calculé. J'ai besoin de vérifier les détails et peut-être de faire quelques mouvements avant lundi. Ça vous dérange si j'utilise le bureau quelques minutes? Bien sûr que non, ma chérie, a interjeté ma mère. Prends tout le temps dont tu as besoin. Nous nous occuperons des invités. Dans le bureau de mon père, j'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone, j'ai navigué jusqu'au compte l'heure et j'ai délibérément enregistré le mot de passe. J'ai ensuite laissé le téléphone déverrouillé sur le bureau et je suis parti, faisant un détour par la salle de bain, où j'ai attendu précisément 3 minutes tout en regardant le flux de la caméra cachée sur ma montre connectée. Les images montraient exactement ce que j'avais prévu. Moins de 90 secondes après mon départ, mon père est entré dans le bureau, a pris mon téléphone et a commencé à naviguer rapidement dans l'application bancaire. Ses doigts se déplaçaient avec une précision exercée alors qu'il initiait un virement du compte joint vers un numéro de compte inconnu. La trahison se déroulait exactement comme prévu. J'ai tiré la chasse d'eau pour signaler mon retour et j'ai regardé sur la montre connectée mon père remettre à la hâte le téléphone sur le bureau et sortir du bureau. À mon retour, le téléphone reposait précisément dans la même position, mais l'application bancaire avait été fermée. Presque immédiatement, ma montre connectée a vibré avec une alerte du système de sécurité que j'avais mis en place. La notification confirmait une demande de virement de 1,5 million de dollars depuis le compte l'heure. Le piège s'était refermé. En revenant à la fête, j'ai remarqué de subtils changements dans le comportement de ma famille. Mon père semblait plus détendu, vérifiant périodiquement son propre téléphone avec une satisfaction mal dissimulée. Ma mère était soudainement plus attentionnée, remplissant mon verre de vin et me demandant avec sollicitude si j'étais à l'aise. Anna n'arrêtait pas d'échanger des regards complices avec mes parents, un sourire en coin jouant au coin de sa bouche. Un toast, a annoncé soudainement mon père en levant son verre. À Tammy, non seulement pour son 30e anniversaire, mais aussi pour ses contributions à la sécurité et à l'avenir de notre famille. La famille prend soin de la famille. L'ironie de ces paroles aurait pu être comique si ce n'était de la profonde trahison qu'elles représentaient. J'ai levé mon verre et j'ai souri, jouant mon rôle dans cet acte final de leur mascarade. À la famille, ai-je fait l'écho, rencontrant son regard fixement, et à obtenir exactement ce que nous méritons. Il a légèrement vacillé à ma réponse pointue, mais s'est rapidement ressaisi. Les autres invités, inconscients du sous-entendu, ont continué à célébrer innocemment. À 18h30, mon téléphone a sonné avec une notification bancaire. Celle-ci, authentique. Le virement avait été effectué. 1,5 million de dollars avait été transféré du compte joint au compte privé de mes parents, le même compte qui financerait bientôt le mariage extravagant d'Anna et renflouerait son entreprise en difficulté. J'ai fait semblant de vérifier le message, laissant une lueur de confusion traverser mon visage avant de la masquer rapidement. J'avais besoin que mes parents croient, au moins temporairement, qu'ils avaient réussi. Tout va bien, a demandé ma mère avec une fausse inquiétude. Juste le travail, ai-je répondu doucement. Rien qui ne puisse attendre demain. Mais je devrais probablement partir bientôt. La journée a été longue. Sitôt, a protesté faiblement mon père. Nous ne t'avons même pas encore donné tes cadeaux. Je suis juste un peu fatigué, ai-je insisté en commençant mes adieux. C'était merveilleux, mais 30 ans, ça frappe différemment que 29. Alors que je rassemblais mes affaires, Anna s'est approchée, son expression un mélange de triomphe et de sympathie fabriquée. De grands projets pour demain, a-t-elle demandé nonchalamment. Juste un peu de gestion financière, ai-je répondu. Rien d'excitant.
Eh bien, ne travaille pas trop dur, a-t-elle dit en me tapotant le bras avec condescendance. Certaines choses sont plus importantes que l'argent. L'audace de sa déclaration, compte tenu de ce qui venait de se passer, était à couper le souffle. J'ai simplement souri et je l'ai embrassé sur la joue, en murmurant « On verra ça, n'est-ce pas ?» En rentrant chez moi, j'ai contacté mon équipe. Diana a confirmé que le virement avait été documenté de manière médico-légale. Robert a vérifié que toutes les contre-mesures juridiques étaient en place. Marcus a signalé que les preuves numériques avaient été sécurisées, y compris les eurodatages et les journaux d'accès au compte. Tout se déroulait selon le plan. Mes parents croyaient avoir réussi à voler les économies de ma vie. Ils célébraient probablement à ce moment même, se félicitant de leur intelligence tout en planifiant comment dépenser mon argent. Demain apporterait le châtiment qu'ils n'avaient jamais vu venir. Ce soir, je me permettrai de traiter pleinement la réalité que ma propre famille m'avait trahi de la manière la plus fondamentale possible. La connaissance faisait mal malgré mes préparatifs, mais elle me libérait aussi des illusions que j'avais entretenues pendant trop longtemps. Mon 30e anniversaire avait en effet marqué une transition importante, mais pas celle que mes parents avaient prévue. Ils pensaient assister à ma chute financière. Au lieu de cela, ils avaient orchestré leur propre mise à nu et scellé le destin de notre relation pour toujours. J'ai étonnamment bien dormi cette nuit-là, peut-être parce que la certitude, même une certitude douloureuse, est plus reposante que le soupçon. Je me suis réveillé tôt, je me suis habillé avec soin dans un costume d'affaires anthracite impeccable et je me suis préparé mentalement à la confrontation à venir. Ce serait la conversation la plus difficile de ma vie, mais aussi la plus nécessaire. À 9h30 précise le dimanche matin, je me suis garé devant la maison de mes parents. Leur voiture était dans l'allée, ainsi que la décapotable rouge distinctive d'Anna. Parfait. Tous les acteurs de ce drame étaient présents pour l'acte final. Par les fenêtres de devant, je pouvais voir du mouvement dans la salle à manger. En approchant de la porte, j'ai entendu le bruit immistakable d'un bouchon de champagne qui saute, suivi de rires. Ils célébraient leur vol avec des mimosas matinaux. Le moment ne pouvait pas être plus parfait pour un impact dramatique maximal. Au lieu de frapper, j'ai utilisé ma clé et je suis entré discrètement. Suivant les bruits de célébration, je me suis dirigé vers l'entrée de la salle à manger et je suis resté à regarder un moment avant qu'ils ne me remarquent. La scène était exactement comme je l'avais imaginé. Mes parents et Anna étaient assis autour de la table avec des flûtes de champagne, une impression de feuilles de calcul entre eux. Mon père m'a remarqué le premier, son visage passant de la satisfaction joviale au choc en un instant. La flûte de champagne dans sa main a dangereusement basculé, se renversant sur la nappe blanche. « Tammy » s'est exclamée ma mère à la hâte, essayant de couvrir les documents financiers avec une serviette. « Nous ne t'attendions pas ce matin. » Clairement, ai-je répondu en entrant dans la pièce. Ma voix était calme, ne trahissant aucune de l'agitation émotionnelle en dessous. « N'arrêtez pas la célébration pour moi. Elle semble assez festive. » Anna s'est immédiatement levée. « Je viens de me souvenir que j'ai un rendez-vous, » a-t-elle marmonné en attrapant son sac à main. « Assieds-toi, Anna, dis-je, mon ton ne laissant aucune place à la discussion. Cela te concerne aussi. » Quelque chose dans ma manière a dû leur faire comprendre l'inutilité de la résistance, car elle s'est lentement rassise sur sa chaise. « De quoi s'agit-il, Tammy ?» a demandé mon père, tentant de retrouver son attitude autoritaire. Nous prenions juste un brunch en famille. Avec du champagne et des relevés financiers. J'ai haussé un sourcil. Menu de brunch intéressant. J'ai posé ma mallette sur la table et je l'ai ouverte, sortant délibérément un dossier contenant des relevés bancaires. J'ai reçu une notification intéressante hier pendant ma fête d'anniversaire, ai-je poursuivi, une notification concernant un virement de 1,5 million de dollars de mon compte. Vous ne sauriez rien à ce sujet, n'est-ce pas? L'expression de mon père s'est durcie en un défi. C'était un compte joint, Tammy, légalement accessible à toutes les parties. L'aveu était si immédiat, si dépourvu de toute tentative de déni, que j'ai presque admiré son audace. Donc, vous admettez avoir pris mon argent sans discussion ni permission, ai-je clarifié. Nous n'avons rien pris qui n'était pas légalement disponible pour nous, a interjeté ma mère, la voix stridente d'indignation défensive. Les ressources familiales devraient soutenir les besoins de la famille. Et quels besoins familiaux nécessitaient de voler 1,5 million de dollars à votre fille, ai-je demandé, ma voix restant stable. Le mariage de ta sœur, pour commencer, a répondu mon père, gagnant en confiance dans sa justification.
Anna mérite un bon départ dans la vie de couple, et son entreprise a besoin de capitaux pour vraiment réussir. Tu en as plus qu'assez avec ton travail chic et tes investissements. J'ai hoché la tête d'un air pensif, puis j'ai sorti un petit enregistreur de ma poche et je l'ai posé sur la table. J'ai appuyé sur lecture et leurs voix ont rempli la pièce. La voix de mon père est sortie, claire comme de l'eau de roche. Son 30e anniversaire serait le moment idéal. Le solde du compte devrait être à son plus haut niveau avec sa prime annuelle déposée. La voix enregistrée de ma mère a suivi. Mais soupçonnera-t-elle quelque chose? Elle a toujours été si prudente avec son argent. Et puis mon père à nouveau, elle nous fait confiance. De plus, une fois que ce sera fait, que pourra-t-elle vraiment faire? Les comptes familiaux sont légalement accessibles par toutes les parties. La couleur a quitté leurs deux visages alors que leur complot se déroulait de leur propre voix. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai remis l'appareil dans ma poche. Ce n'est qu'un des nombreux enregistrements documentant votre vol planifié, les ai-je informés calmement. J'ai aussi une vidéo de vous fouillant mon appartement, accédant à mon ordinateur sans permission et photographiant mes documents financiers. Papa, j'ai des images de toi utilisant mon téléphone hier pour initier le virement. Anna avait regardé cet échange en silence, mais elle a maintenant trouvé sa voie. Tu les espionnais. C'est dégoûtant, Tammy. Ce sont tes parents. Et ils me volaient, ai-je rétorqué. Quel est le comportement le plus dérangeant? Ce n'est pas voler quand c'est la famille, a insisté Anna, le refrain familier du droit évident dans son ton. Tu nous dois bien ça pour tout ce qu'ils ont fait pour toi. Je vous dois bien ça? Le rire incrédule qui m'a échappé ne pouvait être réprimé. J'ai payé mes études moi-même. J'ai construit ma carrière sans aide. Je suis financièrement indépendante depuis l'obtention de mon diplôme, alors que tu as drainé les ressources de nos parents pendant des années avec des entreprises ratées et des dépenses extravagantes. Ça suffit. A tonné mon père en se levant. Nous avons pris une décision financière légale concernant un compte joint. Il n'y a rien de plus à discuter. Il y a beaucoup plus à discuter, les jeux corrigés en gardant mon sang-froid, à commencer par le fait que ce que vous avez transféré hier n'était pas vraiment les économies de ma vie. Un moment de confusion a traversé son visage. De quoi parles-tu? Nous avons vu les relevés. Vous avez vu ce que je voulais que vous voyiez, ai-je expliqué. Les relevés montrant des dépôts réguliers, le solde du compte augmentant régulièrement au fil des ans. Tout a été soigneusement conçu pour donner l'impression que vous accédiez à la majorité de ma richesse. Tu bluffes, a dit ma mère. Mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. En réponse, j'ai sorti un autre document de ma mallette et je l'ai posé devant eux. C'était un relevé de l'un de mes comptes réels, montrant un solde d'un peu plus de 2 millions de dollars. C'est l'un des nombreux comptes détenant mes actifs réels, ai-je expliqué. Les 1,5 million que vous avez pris étaient essentiellement un leurre, placés sur ce compte joint spécifiquement parce que j'avais découvert vos plans et que je voulais documenter vos intentions. C'est impossible, a balbutié mon père. Nous surveillons tes finances depuis des mois. Vous surveillez ce que je vous laissais voir, ai-je corrigé. Le compte joint, quelques investissements visibles, les documents financiers que j'ai laissés accessibles. Mon portefeuille réel est considérablement plus important et complètement à l'abri de votre accès. La prise de conscience de ce qui s'était passé s'est lentement dessinée sur leur visage. Ils n'avaient pas habilement volé les économies de ma vie. Ils étaient tombés dans un piège élaboré conçu pour exposer leur véritable caractère et intention. Alors, et maintenant? A finalement demandé mon père, la voix creuse. Tu es venu ici pour te vanter. Je suis venu ici pour vous donner un choix, ai-je répondu en sortant un dernier document de ma mallette. Ceci est une demande formelle de restitution des 1,5 million de dollars que vous avez transférés, plus 3% d'intérêt, dans les 72 heures. Si les fonds sont restitués dans ce délai, je n'engagerai pas de poursuite pénale pour exploitation financière ni d'action civile pour le vol documenté. Des poursuites pénales, a murmuré ma mère, l'horreur se répandant sur son visage. Tu ferais ça à tes propres parents? Vous étiez prêt à voler les économies de ma vie, lui ai-je rappelé. Qu'est-ce qui est le pire? Anna était restée inhabituellement silencieuse pendant cet échange, mais elle a maintenant éclaté. Tu ne peux pas faire ça. Le lieu du mariage est déjà réservé. Les acomptes sont versés. Ton mariage n'est pas ma responsabilité, ai-je déclaré fermement. Ni ton entreprise, ni ton style de vie, ni aucune autre dépense que vous avez prévue avec mon argent volé. Mon père a pris le document,
le lisant avec une résignation croissante. Et si nous ne nous conformons pas à cette demande? Alors mon avocat dépose plainte lundi matin, ainsi qu'une poursuite civile, ai-je expliqué. Les enregistrements, les vidéos et la documentation financière deviendront des preuves. Compte tenu de ce que j'ai recueilli, la condamnation serait pratiquement certaine. La pièce est tombée dans le silence alors que la gravité de la situation s'installait. Mes parents ont échangé des regards remplis d'un mélange de colère, de peur et de la reconnaissance naissante qu'ils avaient gravement mal calculée. « Tu as changé », a finalement dit ma mère, comme si cela expliquait ou justifiait leurs actions. J'ai vu clair, les jeux corrigés. Il y a une différence. J'ai fermé ma mallette et je me suis préparé à partir, ayant dit ce que j'avais à dire. À l'entrée de la salle à manger, je me suis retourné pour une dernière observation. Vous savez ce qui est ironique? Si vous m'aviez simplement demandé de l'aide pour le mariage ou l'entreprise d'Anna, j'aurais probablement contribué à quelque chose de raisonnable. Mais vous avez choisi de tout prendre, et ce faisant, vous avez perdu bien plus que de l'argent. En me dirigeant vers ma voiture, j'ai ressenti une étrange combinaison de chagrin et de libération. La famille que j'avais connue avait disparu, révélée être une illusion construite sur l'exploitation plutôt que sur l'amour. Mais à sa place, il y avait de la clarté, et avec la clarté est venue la liberté de construire quelque chose de mieux pour mon avenir. Les 72 heures qui ont suivi la confrontation ont été étonnamment calmes. Je m'attendais à moitié à des appels frénétiques ou à des tentatives de manipulation émotionnelle, mais mon téléphone est resté largement silencieux. La seule communication est venue de mon père, un email laconique confirmant que l'argent serait restitué dans les délais avec les intérêts demandés inclus. Fidèle à sa parole, exactement 71 heures après notre confrontation, j'ai reçu une notification indiquant que 1 545 000 $ avait été transféré sur mon compte désigné. Le principal plus 3% calculé au centime près. Même dans la défaite, la précision bancaire de mon père est restée intacte. L'affaire financière étant résolue, j'ai immédiatement coupé tous les liens restants. J'ai fermé le compte joint, j'ai retiré mes parents comme contact d'urgence sur tous les documents et j'ai changé les serrures de mon appartement. Mon avocat a envoyé des communications formelles établissant des limites claires et leur interdisant explicitement de tenter d'accéder à mes informations financières ou à mes biens personnels. Pendant plusieurs semaines, le silence a régné. Puis les tentatives de réconciliation ont commencé, bien que « réconciliation » soit peut-être un terme trop généreux pour ce qui a été réellement tenté. Anna a appelé la première, son approche aussi transparente que du verre. Je sais que les choses ont été intenses, mais nous sommes toujours une famille, a-t-elle commencé, sa voix soigneusement modulée pour paraître conciliante. Peut-être que nous pouvons en discuter autour d'un café. De quoi aimerais-tu discuter spécifiquement, Anna, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Une brève hésitation. Eh bien, à propos du mariage, en fait. Le lieu exige le paiement intégral plus tôt que prévu et avec ce qui s'est passé. J'ai mis fin à l'appel poliment mais fermement. 2 jours plus tard, ma mère a essayé un angle différent, mettant l'accent sur la loyauté familiale et tentant de recadrer leurs actions comme une préoccupation mal avisée pour mon bien-être financier. Nous voulions seulement nous assurer que votre argent était bien géré, a-t-elle insisté. Votre père a des décennies d'expérience dans le secteur bancaire, après tout. Gérer mon argent en le transférant sur votre compte sans que je le sache? Ai-je questionné. Cette explication ne correspond pas aux preuves enregistrées. Mon père n'a jamais appelé directement, envoyant plutôt une lettre formelle qui reconnaissait des irrégularités dans leur approche, tout en maintenant qu'ils avaient agi dans le meilleur intérêt de la famille. La lettre se terminait par une demande de progresser de manière productive, ce que j'ai correctement interprété comme une autre tentative d'accéder à mes ressources. J'ai répondu à chaque tentative avec des limites fermes et cohérentes. Je n'étais plus en colère, juste résolu. La clarté que j'avais acquise était trop précieuse pour la sacrifier à l'illusion d'une harmonie familiale qui n'avait jamais vraiment existé. Pendant cette période de réajustement, je me suis concentré sur la reconstruction d'autres aspects de ma vie. J'ai déménagé de mon modeste appartement à un condominium de luxe sécurisé dans le centre-ville de Boston, avec des systèmes de sécurité appropriés et un portier qui filtrait tous les visiteurs. L'espace est devenu mon sanctuaire, décoré exactement selon mes préférences sans tenir compte des opinions de qui que ce soit d'autre. J'ai trouvé un soutien inattendu dans un groupe de thérapie pour les survivants de l'exploitation financière familiale. Les histoires partagées là-bas ont confirmé que mon expérience, bien que douloureuse, était loin d'être unique.
de nombreuses personnes qui réussissent découvrent que leurs réalisations en font des cibles pour les membres de leur famille qui se sentent en droit de profiter des fruits de leur travail. Le plus difficile, ce n'est pas l'argent, à partager une femme dont les frères et sœurs avaient systématiquement vidé les comptes de sa petite entreprise. C'est d'accepter que les personnes qui devraient vous aimer le plus ne vous voient que comme une ressource à exploiter. Ces mots ont profondément résonné. La tentative de vol n'avait jamais vraiment été une question d'argent. C'était une question de valeur et de respect, ou de leur absence. Ma famille ne m'avait jamais vu comme une personne méritant la même considération qu'ils accordaient à Anna. J'étais la personne fiable, la personne responsable, celle à qui on pouvait prendre sans conséquence. Professionnellement, j'ai canalisé mon expérience dans une nouvelle spécialisation au sein de mon cabinet, le développement de stratégies de protection financière pour les personnes à haut revenu, en particulier les femmes. J'ai créé des programmes éducatifs sur l'indépendance et la sécurité financière, en donnant des conférences et en écrivant des articles sur la reconnaissance et la prévention de l'exploitation. 6 mois après la confrontation, j'ai créé la Fondation pour l'indépendance financière, fournissant des ressources, une éducation et un soutien juridique aux jeunes femmes qui établissent leur carrière dans des domaines à prédominance masculine. La Fondation a rapidement été reconnue pour son approche pratique de l'autonomisation et de la protection financière. Grâce à ce travail, j'ai noué des liens significatifs avec des personnes qui appréciaient mes connaissances et respectaient mes limites. Ces relations, basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou l'exploitation, ont constitué le fondement d'une famille choisie qui s'est avérée bien plus solidaire que ma famille biologique ne l'avait jamais été. Parmi ces nouvelles relations se trouvait Daniel, un avocat spécialisé en éthique d'entreprise que j'ai rencontré lors d'une conférence sur la sécurité financière. Contrairement aux relations précédentes où j'avais maintenu une distance prudente, je me suis senti capable de faire confiance à l'intérêt sincère de Daniel pour moi en tant que personne, et non comme une ressource financière. Notre relation s'est développée lentement, basée sur des valeurs partagées et une communication transparente sur les attentes, y compris financières. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi clair sur ses limites, m'a-t-il dit un soir au dîner. C'est rafraîchissant de savoir exactement où j'en suis. La clarté a eu un prix élevé, ai-je admis, mais je ne l'échangerai pas, même pour retrouver ma famille telle qu'elle était. Pour mon 31e anniversaire, au lieu d'une réunion de famille, j'ai organisé une célébration avec ma famille choisie d'amis proches, de collègues et de relations de mentorat. Le contraste entre cette célébration authentique et l'événement trompeur de l'année précédente n'aurait pas pu être plus frappant. En réfléchissant maintenant à toute cette expérience, je reconnais les profondes leçons qu'elle m'a enseignées sur l'argent, les relations et l'estime de soi. L'argent ne fournit pas seulement une sécurité matérielle, il révèle le caractère. Lorsque des sommes importantes sont en jeu, les gens montrent leurs véritables priorités et valeurs. Mes parents et ma sœur avaient toujours considéré mon succès comme une ressource familiale plutôt que comme ma réussite personnelle, et l'argent a simplement mis cette perspective en évidence. J'ai appris que l'indépendance financière pour les femmes ne consiste pas seulement à gagner et à épargner, il s'agit de protéger ce que vous avez construit contre ceux qui s'en sentent en droit. Cette protection nécessite à la fois des stratégies pratiques et des limites émotionnelles, en particulier avec les membres de la famille qui peuvent tirer parti des liens affectifs pour un gain financier. Plus important encore, j'ai découvert que la vraie famille soutient votre croissance plutôt que de l'exploiter. Le véritable amour célèbre votre succès au lieu de le voir comme une opportunité de gain personnel. Les personnes qui méritent une place dans votre vie sont celles qui vous apprécient pour qui vous êtes, et non pour ce que vous pouvez leur fournir. Le piège que j'ai tendu à mes parents m'a finalement libéré du piège dans lequel je vivais depuis des décennies, un cycle de réussite suivi d'exploitation justifié comme une obligation familiale. En exposant leur trahison, je me suis libéré de schémas qui auraient continué indéfiniment, drainant non seulement mes ressources financières, mais aussi mon bien-être émotionnel. Aujourd'hui, ma vie est bâtie sur des relations authentiques et des limites claires. Ma richesse continue de croître, protégée par des structures qui garantissent sa sécurité. La famille que j'ai choisie soutient mon succès sans attente de bénéfices personnels. J'ai trouvé la paix en créant une distance avec les relations toxiques tout en tissant des liens significatifs avec ceux qui font preuve d'intégrité. Avez-vous déjà découvert qu'un de vos proches avait des arrière-pensées concernant votre succès ou vos ressources? Comment avez-vous géré cette trahison? Et quelles limites avez-vous établies par la suite? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que l'établissement de limites financières, même en famille, n'est pas seulement acceptable, mais parfois essentiel pour votre bien-être.
Merci d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous, la vraie mesure d'une relation n'est pas ce que les gens disent, mais ce qu'ils font quand ils pensent que personne ne regarde.